Bonsoir à tous. Bonsoir Monsieur Faye. Bonsoir. Nous nous retrouvons donc ce soir pour une nouvelle édition de En toutes lettres avec, pour vous présenter Le verdict de l'aurore. Donc c'est votre premier roman, Oui. je crois, qui a été édité donc aux éditions Salamata. Voilà. Et vous avez été inspecteur d'académie de Matam, Kaolack et Dakar. Et actuellement, vous bénéficiez des joies de la retraite. Comme conseiller technique du ministre de l'Éducation nationale. Ah oui, d'accord. Donc, si on doit certaines réformes de notre système éducatif, ce sera grâce à vous. Inch'Allah. Très bien. Donc, vous commencez votre roman en présentant Soukaina, petite fille studieuse, petite star même de son école, parce qu'elle est studieuse, elle est respectueuse et tout. Et en fait, vous décrivez un passage, c'est celui où en fait vous décrivez l'émotion qui s'est emparée de l'école et de tout le village d'ailleurs, lorsque les élèves étaient en train d'étudier le roman Demain à l'aube de Victor Hugo. Oui. En fait, j'aurais une petite question. Le poème, rappelons-le, il est dédié à Léopoldine, c'est la fille du poète qui est partie prématurément. Les habitants de Sinthiou ont été tellement touchés qu'ils rebaptisent carrément l'école, donc Villequier, qui est la ville de Hugo. Voilà. Et les couloirs des Soukaina deviennent couloirs Léopoldine. Et on célèbre même ce jour, c'est-à-dire le jour où on a fait le commentaire sur ce roman, ça devient un jour de commémoration régionale. Pourquoi? Vous le savez, en matière d'écriture, il y a beaucoup d'éléments qui influencent l'auteur. Oui. Parfois, il tire de son enfance, parce que je me rappelle quand on était à l'école élémentaire, en classe, on a fait le poème le Victor Hugo. Voyez, comme à côté d'autres poèmes, mais qu'aujourd'hui, jusqu'à maintenant, on est capable de reprendre le poème du début à la fin. C'est vrai. Ce poème nous a beaucoup marqué, parce que c'est autour de la mort d'une jeune fille, oui. Léopoldine. Oui. Et cette sensibilité et le tact avec lequel notre maître, particulièrement, a enseigné ce poème est resté gravé et nous a marqué jusqu'à présent. D'accord. J'en ai fait un prétexte, vous voyez, en termes d'intertextualité, pour dire qu'on a aussi, vous voyez, beaucoup de sites où on peut s'abreuver. Exactement. En tout cas, votre maître a dû bien expliquer, a dû faire quand même un cours assez magistral, j'ai envie de dire. Mais sinon, pourquoi prendre l'exemple d'un poème de blanc, entre guillemets? Est-ce à dire que nos poèmes à nous, les poèmes africains, ne peuvent pas susciter une telle émotion? Vous l'avez vu, par exemple, avant de venir à Victor Hugo, on a évoqué l'aventure ambiguë. Oui. On a évoqué Sous l'orage, parce que c'est un peu pour susciter. Celui qui lit le poème à aller découvrir ce qu'il y a dans ses ouvrages. Hein? Et le poème, on l'a pris maintenant, oui. Pour effectivement avoir un précepte qui nous permettait de dire que l'école peut mener à bien des choses. Exactement. Si la leçon est bien faite, ses répercussions dépasse le cadre scolaire, vous voyez, pour nouer des contacts qui dépassent les mers. C'est vrai. Vous voyez, enracinement et ouverture. On est chez nous, mais l'école peut nous permettre d'avoir des ailes et d'aller ailleurs. Exactement, oui. En tout cas, en fait, je tenais à vous poser la question parce que j'ai reçu plusieurs invités qui, pour eux, en fait, la littérature africaine, surtout de nos jours, elle a surtout besoin de se ressourcer et de prendre ancrage, en fait, dans notre culture, dans notre histoire. Donc, quand il s'agit de raconter une histoire, au lieu de prendre l'histoire de l'Europe ou d'autres, parler de notre histoire africaine, de notre histoire sénégalaise, de nos auteurs, etc. Donc, c'est vrai que vous marquez un point quand même, parce que c'est vrai que, comme Senghor l'a dit, on peut s'enraciner et s'ouvrir également. Donc, effectivement. Là, permettez-moi juste de vous introduire notre rubrique Notes de lecture. C'est sur l'écrivain Ousmane Baye et son ouvrage « Les abeilles entre vengeance, justice et pardon ». Nous l'avons rencontré dans le cadre du Salon du Livre qui a eu lieu donc à la Place du Souvenir et il nous a fait l'honneur de nous résumer le contenu de son ouvrage. Regardons ensemble. Alors donc là on va juste les laisser passer la vidéo
Et donc là, on va continuer ensemble. Alors, pour revenir à votre roman, vous racontez l'histoire de Lat, Dior et Maggie, une famille heureuse qui malheureusement va subir les affres du destin. C'est bien ça? Tout à fait. Et Mère Mariama est quand même assez choquée en fait de la ressemblance de sa petite fille Maggie avec sa fille Dior. Oui. Et pour elle, c'est synonyme de mauvais présage en fait. Pourquoi? Oui, vous savez, dans la vie, il y a toujours le destin. Oui. On ne peut pas s'en défaire. L'individu, il a une part de responsabilité dans ce qu'il doit être, dans ce qu'il doit faire, mais pour l'essentiel, le résultat, pour moi, c'est toujours Dieu. Oui. Lat a tout fait. Pour conquérir le cœur de Dior, ce n'était pas évident. Oui. Mais c'est à force de travailler, à force de renommée, que Dior effectivement l'a reconnu devant une multitude de personnes. Au regard de ce qu'est Dior, en termes de beauté et de tout le monde a tourné autour d'elle, mais c'est Lat qui l'a choisi. Le bonheur était là, à tout point de vue, oui. Mais brusquement, ce bonheur particulièrement s'arrête, oui. S'estompe. Ça, c'est le destin, brutalement. Oui. Deuxièmement, un autre élément qui vient s'y ajouter, la fille que Dior a avec Lat, c'est Maggie, Mariama Guignan, oui. Qui, elle aussi, c'est sa mère tout crachée. Oui. Et dans notre imaginaire africain, on s'enracine cette fois-ci, nous disons quand deux personnes se ressemblent comme deux gouttes d'eau, ils ne doivent jamais être ensemble dans le même espace. D'accord. Oui. Et c'est valable que ce soit père-fils comme mère-fille. Surtout mère-fille. Mère-fille, d'accord. Surtout mère-fille. Parce qu'on dit qu'ils ne peuvent pas grandir ensemble. C'est pourquoi, quand cela se passe, parfois on prend la fille, on la confie à une tante, à une marraine, une badiane. Et pour nous, on dit aussi qu'il faut qu'on lui donne un bracelet serti de... Vous voyez, de bronze, de noir, fer noir, et vous voyez. Pour conjurer le mauvais sort, parce que la main chatte de faux bonne chinette. C'est vrai. Mais ça, c'est quand même, c'est vrai que nous, en tant qu'Africains, on y croit beaucoup. Parce que je prends un petit peu l'exemple des Français, encore une fois. Pour eux, quand son enfant lui ressemble, le blanc, il est tout content, il est tout heureux. On dit, ouais, j'ai fait du bon travail. Alors que nous, les Africains, on se dit, non, si toi, tu me ressembles autant, c'est pas une bonne chose. C'est ça. Et d'ailleurs, vous voyez, c'est un peu, ça reprend la question que vous posiez tantôt, on va s'enraciner. Oui. S'enraciner aussi, on s'enracine dans ces dispositifs, dans ces croyances, nous y croyons, mais aussi, il faut qu'on regarde l'autre côté aussi pour nous ouvrir aux autres. Exactement. D'ailleurs, ensuite, au fil de notre lecture, on se rend compte en fait que Lat, il a pu conquérir le cœur de Dior, il a pu l'épouser, ils ont pu avoir une fille ensemble, qui est Maggie. En fait, ils avaient une vie, une belle vie, on va dire. Ils avaient chacun leur travail, leur maison, ils s'entendaient bien. Et subitement, il y a la mort de Dior, malheureusement, dans des conditions assez tragiques, un accident de voiture, c'est bien ça. Et ensuite, il y a Lat qui demande pourquoi lui. Parce que c'était une personne bien, respectueuse, qui faisait que de bonnes actions, qui ne disait jamais du mal des autres. Et en fait, à un moment, il se demande, mais pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Ça, c'est le destin aussi. Oui. Vous voyez, il y a une grande part de destin dans cela. Parce que, parfois, quand quelqu'un est dans des difficultés, nous pensons qu'il ne devait pas le faire, ça ne devrait pas pouvoir arriver, c'est pourquoi. Pourquoi lui? Oui. Mais quand ça tombe sur nous, nous nous arrêtons et nous nous posons beaucoup de questions. Hein? Oui. Tout autour de Lat, tout allait bien, les gens dormaient dans, vous voyez, une quiétude était couverte de trucs. Mais quand le destin s'est abattu sur lui, il a un autre regard sur lui-même. Pour se dire, mais regarde, un peu ce que faisaient aussi beaucoup d'auteurs. Vous voyez, sur lui-même, et il se rend compte que pourquoi tous sont dans le bonheur et pas moi. Et pas moi. Pourquoi cette Dior est partie? Hein? Il ne le méritait pas. Il ne le méritait pas parce qu'il n'a fait que du bien. Mais ce n'est pas parce qu'on ne fait que du bien que tout sera rose pour nous. Un jour ou l'autre, ça peut basculer. Exactement. Et je crois que c'est un peu là le premier élément du début d'une solidarité que nous devons en toutes circonstances faire prévaloir. Exactement. Et d'ailleurs, dans le livre où Dior, elle raconte un petit peu un conte
qu'elle a appris quand elle était enfant. Et la morale du conte, vous me corrigez si je me trompe, c'est que en fait toutes les bonnes actions ne sont pas tout le temps récompensées. Donc c'était l'histoire de deux coépouses, voilà, c'est ça? C'est un peu dans notre, vous voyez, nous on a vécu dans l'univers des contes, vous voyez, pour toujours dire aujourd'hui que les valeurs morales, civiques et citoyennes que nous acquérons, on les acquiert dès l'enfance. Exactement. Nous, on a connu des contes où souvent la méchanceté, la trahise, l'infidélité est toujours sanctionnée. Oui. Oui. Regardez que épouse. Il disait quelque part que, vous voyez, quand deux femmes sont ensemble, qu'ils partagent le même mari, vous voyez, même quand on voit la blancheur des dents, l'autre ne voit que la couleur du sang qui coule dedans. Vous voyez, sa mère et sa coépouse est tombée dans le fleuve, c'est un peu le conte que beaucoup de Sérères connaissent, qu'on appelle Sébar. Vous voyez, hein? On le dit en spirale, on reprend du début à la fin pour développer la mémoire. Hein? Et à la fin, quand elle a pu sauver sa coépouse au terme de beaucoup d'efforts, elle a tout entrepris pour sauver son... Vous voyez, celle-ci, quand elle reprend ses sens, quand elle est sortie de l'eau, lui a dit que, mais tiens, c'est toi qui m'as poussé dans l'eau, vous voyez, tu voulais garder notre mari pour toi seul, et vous voyez. Hein? Et ça aussi, c'est des leçons que nous tirons. Vous voyez, hein? Et tout de suite, instinctivement, vous voyez, il a dit, Dior qui répétait le conte, dit que oui, c'est la faute à cette coépouse. Elle devait la laisser pourrir dans l'eau. Oui, en tant que femme, en général. En tant que femme solidaire, elle n'était plus dans l'univers du conte, mais dans l'univers d'une réalité fictive. Vous voyez, pour dire qu'à sa place, sûrement je l'aurais fait. Et sa maman, tout de suite pour intervenir. Vous voyez. Oui, c'est vrai. Il dit que oui, il y aura toujours de mauvaises actions. Mais ce n'est pas parce qu'il y a une bonne action, vous voyez, qu'il faut qu'on paye, répondre par une autre mauvaise action. Exactement. Et ça, n'oubliez pas, chers téléspectateurs, continuez à faire de bonnes actions, même si vous ne voyez pas le prix là tout de suite, mais ça peut toujours vous servir. On dit toujours que la pierre revient à celle qui l'a lancée. Donc, continuez à faire vos bonnes actions et ne suivez pas les autres. Et ensuite, on voit au miracle, Maggie, après la perte de sa maman et tout, elle va voir elle est dans un parc avec son papa pour jouer et tout, et elle tourne les yeux et elle voit sa maman. En fait, elle se dit, elle court vers cette personne et maman, 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 et cette personne se tourne, mais attendez, cette fille à qui elle parle, c'est pas moi, je n'ai pas d'enfant. Et il se trouve que c'était la meilleure amie de sa mère, Soukaina, qui lui ressemblait en fait comme une sœur, comme une jumelle. C'est ça. Oui, c'est un peu ça aussi. Vous voyez, dans cet univers. C'est là que l'enfant, vous savez qu'à un certain âge, 4 ans, 5 ans, quand tu es arraché violemment, brusquement, à la personne que tu aimes tant, ça a créé une commotion, vous voyez, beaucoup de dysfonctionnements. L'enfant en est tombé malade. Oui. Oui. Vous voyez, parce que son père, Lat, était professeur d'université régionale. Oui. Vous voyez. Quand maintenant, Dior est parti, ça a créé un choc violent au niveau de Maggie. Et à partir de ce moment, elle a même été alitée à l'hôpital. Hospitalisée et tout. Le médecin lui dit que non, pour cet enfant, pour qu'elle puisse aujourd'hui guérir, il ne faut pas qu'on la laisse dans un milieu qui lui rappelle toujours ses souvenirs avec sa maman. C'est ce qui a fait que Lat a été mutée à la grande université de Dakar. Exactement. Elle vient maintenant à l'université de la capitale, hein, et promène sa fille pour lui éviter un peu les réflexions, les pensées, vous voyez, le dépaysement. Exactement. Elle l'amène un jour que la petite Maggie était en train de jouer. Elle lève les yeux et voit une femme arriver. Quand elle regarde la femme, comble de circonstances, cette dame portait la même camisole de Lagos que sa maman avait portée le jour de son examen. Et quand elle était malade, elle demandait ma maman, où est-elle? Tout le monde, les adultes disaient qu'elle est partie en voyage, elle est en séminaire, elle n'est pas venue. Vous voyez, ma mère est partie, n'appelle pas. Et quand elle aperçoit maintenant cette dame venir avec la même tenue, avec le même port, avec la même élégance et la même démarche, elle a dit qu'à Dieu merci. C'est maman qui est revenue. Et même son père, quand il a regardé effectivement cette dame,
dans un premier temps, elle s'est posé des questions pour dire, mais est-ce que c'est nous qui sommes morts ou bien que c'est mon épouse qui est revenue? Exactement. Il a eu quand même un petit moment de Si c'est un stupeur, adulte, à plus forte raison qu'un enfant. Un enfant, oui. Et il se dit que oui, sûrement c'est qu'ils se ressemblent. Mais les morts ne reviennent pas. Oui. Mais son enfant ne comprend pas. Il dit que maintenant j'ai retrouvé ma maman. Je ne veux plus la quitter. Et plus jamais rien ne me séparera d'elle. Oui. Mais justement, par rapport en fait aux prétextes qui ont été donnés, aux raisons qui ont été données à Maggie. Ta maman est partie en mission, elle est partie en voyage. Et à un moment, on voit que Maggie commence à se fâcher contre sa maman en quelque sorte. Elle ne m'appelle pas, elle ne vient pas me voir. Est-ce que ça aussi, c'est une bonne réaction à avoir face à un enfant orphelin? Bon, parfois, vous savez que nous sommes dans une société de pudeur. Oui. Hein? Les enfants sont couvés. Il y a des enfants qui ne connaissent pas leur père ou leur mère. Oui. Et on leur dit la vérité que lorsqu'ils seront assez mûrs à un certain âge, pour éviter particulièrement des effets psychologiques ou psychanalytiques. Oui. Ça, c'est dans notre société. Hein? Il faut qu'on accompagne l'enfant, quitte à lui dire quelque chose pour qu'il puisse oublier. Mais l'arrachement est tellement violent qu'il serait extrêmement désastreux de venir lui dire que non, votre maman, elle ne comprendra pas. C'est pourquoi on a tout cela. Non, elle va venir, elle va voyager, voyez, uniquement pour accompagner. Et c'était le cas. Oui. Heureusement aussi qu'elle a vu une autre pour venir et pour elle, ce que les adultes disaient, c'était ça la vérité. Oui. Et d'ailleurs, tellement elle ne voulait plus quitter Soukaina, que Soukaina a convaincu son père de la laisser l'amener chez elle. Oui. Et en fait, elle s'en occupe, comme si c'était sa propre fille. Elle lui a donné à manger, elle l'a douchée, elle l'a couchée. Oui. Et là, elle attend le retour de son mari pour lui faire une surprise. Oui, ça aussi, c'est un peu ça. C'est vrai que la fibre féminine, Soukaina n'a pas d'enfant. À un âge mûr. Oui. Soukaina était magistrat, président de la Cour de cassation de la capitale. Exactement. Vous voyez. Alors, cet enfant, quand il la voit, puisque Soukaina ressemblait à tout point de vue quand elle venait à sa maman qui est partie, pour elle, sa maman est revenue. Elle court vers sa maman qui ne la connaît pas. Mais elle a joué le jeu. Pour dire que cet enfant, elle regarde gauche-droite, ne voit personne, c'était elle seule qui était debout dans le jardin. Il dit donc c'est vers moi que vient cet enfant. Oui. Et instinctivement, il la récupère. Vous voyez. Et elle joue le jeu. Pour essayer, chaque fois qu'on lui pose des questions, d'avoir des réponses qui ne permettent pas à l'enfant de revenir à la vérité. Elle a joué le jeu pour s'introduire dans l'univers de cet enfant, la comprendre et être en mesure de pouvoir l'adopter. C'est vrai. C'est pourquoi quand il passe devant le père de l'enfant qui était seul, il est venu pour le rassurer l'enfant, lui montre sa carte de visite pour lui dire ne vous en faites pas, ce qui est sûr. Voilà. Vous voyez. Et le père de l'enfant aussi instinctivement dit, mais tiens, elle est magistrat, ma femme me parlait d'un magistrat. Vous voyez, mais le magistrat là, c'est, vous voyez, un autre nom. Oui, Néné. Néné. Il ne la connaît pas, Néné. On la connaît par Néné. Et il se dit mentalement, sans le dire, tiens, Soukaina et Néné doivent se connaître. Parce qu'elle aussi, elle est magistrat. Elle est magistrat. Mais ils ne se sont jamais rencontrés. Il l'appelait par le nom. Et ma femme avait une amie magistrat qui était Néné. Celle-là, c'est Soukaina, elles doivent se connaître, mais ils n'ont rien dit. Exactement. Et effectivement, c'était la même personne. La même personne. Comme quoi, le hasard, le destin... Les chemins du destin sont insondables. C'est vrai. Cette dame a pris l'enfant, l'a amené chez elle, vous voyez, l'a couvé de tous les bonheurs possibles. Et particulièrement, disait que maintenant, Dieu merci. L'enfant que je n'ai pas eu de mon mariage, Dieu me le donne aujourd'hui. Avec cet enfant. Elle sera mon enfant. Voyez. Oui. Et mon mari sera très heureux parce que dans notre ménage, il n'y a pas d'enfant. Il n'y a pas d'enfant.
quand le mari vient maintenant. Voilà. Et là, Soukaina, elle est loin de se douter à quel point cette rencontre va changer sa vie. En fait, elle va découvrir une nouvelle facette de son mari, Bayamam, en fait, qu'elle n'aurait jamais soupçonné, tout simplement. Parce que la réaction de son mari, en fait, à un moment, Soukaina, elle est choquée. Elle n'arrive même plus à bouger parce que son mari, dès qu'il la montre Maggie, il commence à crier et à un moment même, il l'a frappée. Et son mari ne l'a jamais frappée. Après 20, 30 ans de mariage, je crois, il ne lui a jamais crié dessus, il ne lui a jamais frappé. Et à cause juste d'un enfant, son mari a changé. Et là, elle se retrouve face à un dilemme. Qui va-t-elle choisir, Maggie ou son mari? C'est ça le dilemme. Bon, peut-être que je veux dire ce qu'on pourrait appeler le dilemme cornélien. Oui. Hein? Vous voyez, oui. Hein? Sauver son honneur ou sauver sa maîtresse. Sa maîtresse. Voyez, Oui. c'est un peu dans le même sens. C'est-à-dire que pendant des années, Soukaina, après ses études, est venue à occuper de grandes responsabilités. Son mari Bayama, qui était polytechnicien, vous voyez, après des études couronnées par beaucoup de succès, beaucoup de diplômes, est revenu. Pendant des années, il n'a pas pu travailler. Oui. Oui. Mais elle était soutenue et supportée par son épouse, qui a tout fait pour elle. Oui. Vous voyez. Oui. Hein? Et la maman maintenant de Bayama disait chaque fois que ça, ce n'est pas normal. On ne peut pas être premier de sa classe pendant toute sa scolarité, être diplômé des écoles les plus prestigieuses du pays, et ne pas réussir. Ne pas pouvoir lever ou soulever. Tu ne peux rien faire dans ta vie, ce n'est pas normal. Oui. Il l'a forcé à aller au Penco, rencontrer un génie. Mais tout cela à l'insu de son épouse. Sa femme n'était pas dans le coup, elle ne savait pas. Elle ne savait pas. Parce que quand son mari devait s'absenter, il a prétexté un voyage d'affaires. Oui. Quand il est revenu du Penco, maintenant, ses affaires ont commencé à prospérer parce qu'il a rencontré le génie. Oui. Mais le génie lui a dit quelque chose qu'il n'a pas voulu comprendre. Le génie lui a dit que va, parce qu'il lui a dit qu'est-ce que tu es venu chercher en pleine nuit. Khalis. Tu auras l'or. Voyez, l'or qui ploiera tes ennemis, l'or qui te rendra puissant. Voyez. Oui. Alors, dans son entretien avec le génie, il marque un pas. Le génie lui dit, va-t'en. Vous voyez, de ta ceinture bruissante, vous voyez, je peuplerai ma maison. C'est-à-dire qu'en d'autres termes, pour lui dire que notre pacte, il est scellé sur un principe. Je te donnerai tout l'or dont tu as besoin, mais tu n'auras pas d'enfant. Parce que ce que je vais te donner, c'est le pleur de l'enfant à l'aube qui va l'éparpiller. Si un enfant se réveille dans ta maison, tout ce que je t'ai donné, tout ce que tu as comme avoir, comme pouvoir, tu vas le perdre. Oui. Donc évite l'enfant à l'aube dans ta maison. D'accord. Et justement, il le fait tout ça en fait en connaissance de cause, mais il prend quand même la décision à sa place. Il ne sait pas est-ce que sa femme, est-ce que Soukaina veut avoir des enfants et tout. Et en général, les femmes, oui, elles veulent avoir des enfants, mais lui, il voit que l'argent, il ne voit que le profit, et c'est quand même assez égoïste de sa part. C'est un peu ça dans beaucoup de notre société, beaucoup de gens. Dans certaines circonstances, peut-être pas au Sénégal précisément, mais dans beaucoup de pays, ce pacte avec le génie, c'est des choses qui sont monnaie courante. Les gens se nouent des pactes. Vous voyez, et quand le pacte est là, on est tenu de le respecter. Sinon, il se manifeste différemment selon les sociétés. Mais ici, le pacte, c'est que tu n'auras pas d'enfant. Évite l'enfant dans ta maison. Cette femme qui n'est pas dans le coup amène une enfant qu'elle a vue ailleurs. Et c'est pourquoi maintenant ça a suscité, voyez, une situation chez Bayama qu'elle n'a jamais connue de sa vie. Elle se rapproche de sa femme, de son époux pour le supplier. Il l'a poussé violemment. Et là, il a heurté le volant de la fenêtre entrouverte, qui l'a blessé. Et c'est ça, un filet de sang. Se pose des questions, mon mari, qui prend cette, voyez, posture, qui me met dans cette situation. Qu'est-ce qui se passe? Comment la simple vue d'un enfant peut mettre quelqu'un dans cet état où il est plus bête maintenant que personne?
qu'est-ce qui se passe? Exactement. Et d'ailleurs, quand même, par rapport au changement de comportement de Bayamam, elle aurait dû commencer à se poser des questions. Parce que dès qu'il a eu des marchés, il a commencé à être autoritaire, arrogant, en plus avec tout le monde. Non, maintenant, moi, j'ai de l'argent, je suis quelqu'un, et puis oui. Voilà. Et vous voyez, et sa maman aussi. Oui. Et vous voyez comme la société bouge. Maintenant, cette famille qui était dans des baraques, aujourd'hui, ils sont dans une aisance à tout point de vue. Et la société bouge. Dans les avis et communiqués, c'était toujours sa famille en tête. C'était Yaye Djembe, la mère de, vous voyez, Baye Ama en tête. Comment les gens sont circonstanciels? Tout cela, on l'a évoqué. C'est vrai. Vous voyez, hein, pour dire que c'est en fonction des circonstances que les gens apprécient. Malheureusement. Notre société actuelle, malheureusement. Exactement. Et en fait, on retrouve une Soukaina qui parle en fait de Maggie comme si on le lui avait donné. À un moment, quand même, elle arrête de penser au père. Elle s'est dit, non, c'est bon, Maggie, elle m'a choisi, c'est à moi, je la garde. Peu importe. Voilà. Donc, c'est un peu ça aussi. Parce qui est en réalité Soukaina? Soukaina est la mère de Maggie, partageait la chambre à l'université, où on les appelait les jumelles. Oui. Elle était partie au Canada. L'autre avait fait l'école des bibliothécaires et était bibliothécaire à l'université où était Lat. Exactement. Et c'est là où ils sont connus, ils se sont mariés, ils ont une fille. Oui. Et si vous voyez la lettre, par exemple, un jour, vous voyez, Dior, qui était la mère de Maggie, a écrit à son ami pour lui dire, Néné, pour lui dire, tu es toujours en train de bûcher là. Arrête ça et reviens. Voyez, sinon, quand Maggie sera au Grand, je te l'enverrai par colis postal. Comme ça, tu vas arrêter tes études. Voyez, hein? Prémonition ou destin. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? C'est pourquoi. Hein? Et un jour qu'elle est venue rendre visite à son ami, il n'a pas pu rencontrer Lat, le mari, qui était allé en voyage d'études. Exactement. Hein? Et en ce moment-là, il est venu avec une chaîne en or qu'elle a même achetée du Canada, voyez, du Canada, avec des inscriptions Maggie, qu'il a elle-même fait porter, vous voyez, à son cou. Elle était au berceau. Cette chaîne n'a jamais quitté l'enfant. Maintenant, c'est quand ils se sont rencontrés par hasard au jardin. Pour le lendemain, maintenant, quand elle a voulu lui faire sa toilette, qu'elle a vu effectivement la chaînette qui a... Quand elle a regardé avec le nom Maggie, et là, c'est comme si c'était une renaissance, un nouvel enfantement. Elle a senti des troubles, des courbatures, comme une femme qui enfante. Hein? Et dans un premier temps, elle a dit que non, c'est pas possible. Ça ne peut pas être la fille de... Voyez. Elle dit que ça ne peut pas être mon enfant, en fait, celle à qui j'ai attaché moi-même la chaîne au berceau. Elle dit même pas la fille de Dior. Elle dit ma fille, celle à qui... c'est ma fille. Hein? Et c'est en ce moment qu'elle est montée pour voir la lettre que son ami lui avait écrite, qui est déjà décédée. Pour lui dire que je vais l'enverrer par colis postal. Le destin fait que cette fille est entre ses mains. Exactement. Vous voyez? Son mari est parti parce qu'il a dit qu'il ne passera jamais la nuit avec une enfant dans la même maison. Il est parti la nuit. Alors, c'est en ce moment qu'elle a dit que maintenant, la nuit, avant même de savoir que c'était sa fille, il a dit que si cet enfant me prend pour sa maman, je resterai sa maman quoi qu'il advienne. Hein? Devrais-je, vous voyez, casser mon mariage? Si mon mari ne peut pas le supporter, je serai avec cet enfant, quoi qu'il advienne. Parce que, rappelez un peu aussi le roman de Malik Tal, vous voyez, le balcon de l'honneur. Une femme qui s'est suicidée parce qu'injustement on l'a accusée d'adultère. Il dit que non, elle ne devrait pas se suicider, elle devrait se battre. Moi, je ne vais pas baisser les bras. Cet enfant me prend pour sa maman. Je resterai sa maman, quoi qu'il advienne. Je ne vais pas la décevoir. Je ne vais pas la décevoir. Et en ce moment, comme le destin, c'est là où le nom du roman est venu, le verdict de l'aurore. Quand il a dit, quoi qu'il advienne, je resterai sa maman. On est mère par... Voyez, par enfantement ou alors on est mère par adoption, je veux dire. Par adoption. Vous voyez, si on est femme par destin, on est mère par devoir.
Oui. Voyez. Alors, là, en ce moment, elle a scellé son verdict. C'est le verdict de l'aurore parce que toute la nuit, elle a balancé. C'est maintenant vers l'aube, vous voyez, Tchefadjar, là, il commence maintenant à dire sa décision. Et au même moment, il y a l'appel du muezzin. Le muezzin, parce que sa maison était à côté. Oui. Et quand après que le muezzin appelait à la prière, ils ont commencé par la Fatiha. Et le deuxième verset, c'est Al-Ma'oun, les ustensiles. Vois-tu celui qui traite de mensonge le jour de la rétribution? C'est celui qui n'aide pas l'orphelin et qui n'incite pas à nourrir le pauvre. Il dit que, mais tiens, comment ça peut être? Je prends une décision pour cette orpheline parce que je sais qu'elle est orpheline. Et tout de suite, comme les circonstances de la mosquée voisine, c'est comme si c'était un message de Dieu. Oui, exactement. Pour lui faire quoi? En fait, c'est bon, tu as pris la bonne décision. Tiens-toi à cette décision. Que ton verdict est sans appel. Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai que, en fait, franchement, lisez ce livre, Le verdict de l'aurore. C'est un livre avec plein d'émotions. Et surtout la façon dont les sentiments des protagonistes, des héros sont décrits ici, je vous invite vraiment à le lire. On retrouve également en fait en quelque sorte une tare entre guillemets de notre société qui consiste en fait à juger sans connaître, parce que là avant qu'il commence à sortir avec Dior, du fait qu'il était jeune, qu'il était beau, qu'il était en fait ambitieux, même pas, mais qu'il était assez expérimenté dans son domaine, on disait tout de lui, comme quoi c'était un coureur de jupons, il sortait avec toutes les étudiantes, et en fait, alors que personne ne le connaissait, tellement il était discret qu'on ne connaissait rien de lui, que tout le monde inventait des choses sur lui. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve souvent. Surtout les enseignants, ils font ces frais-là. Oui. Chaque fois que tu es quelque part, tout le monde, chacun va dire que non, il est comme ça, il est comme cela. L'université, c'est la pire des choses. Beaucoup de professeurs, c'est vrai que bon, tous ne sont pas catholiques, faut le dire au passage, mais pour l'essentiel, dès l'instant que tu viens dans un milieu, on est catalogué, circonscrit. Souvent dans le mauvais sens. Oui. Tout le monde disait que là, il est venu, il est bon, il est vrai, il est jeune, il est vrai, il est compétent, il est vrai, ses cours emballent tout le monde, c'est vrai, mais il est comme tout le monde, il fait la cour. Exactement. Donc on va même jusqu'à aller dire que, particulièrement, ils connaissent même les filles qui, voyez, d'autres ont dit qu'ils l'ont rencontré plus ou moins. Vous voyez, à Lisa, à Sally, entre guillemets, oui. Vous voyez au cours des, vous voyez, Saint-Valentin avec tel étudiante et consorts, tout cela c'est des médisances, des ragots. Exactement. D'autres sont allés dire, quand ils n'ont pas pu effectivement dire, d'autres disent que c'est un frigo qui ronfle des sous son bon ventre, parce qu'on ne peut pas comprendre que tu sois aussi bien doté par la nature et que tu restes comme ça droit dans tes bords, célibataire, droit, honnête. Voyez, il y a quelque chose. Ouais, comme quoi. Voyez, les ragots. Exactement. Ce livre également, il tient en fait à parler un petit peu de la situation des orphelins, des enfants qui sont un petit peu laissés pour compte, on va dire. Surtout c'est le cas de Maggie ici, mais c'est vraiment pas la seule. En fait, parce que notre société, surtout les orphelins de mère, quand le père il épouse une deuxième femme, il faut vraiment prier pour que l'enfant tombe sur une belle maman qui sera assez compréhensive. Parce que la plupart, elles vont chercher en fait à se venger ou à déverser toute leur colère sur cet enfant-là, juste parce que ce n'est pas la leur. Alors que ce n'est pas normal au final. Oui, c'est ça. Voyez. Alors, si... Ici, par exemple, c'est un peu vers la fin du roman. Voyez, quand elle a vu Soukaina maintenant, quand elle a vu Maggie revenir à la vie, après sa toilette avec les habits, elle dit, Soukaina se surprit elle-même de la métamorphose. Mais au-delà de Maggie, c'était un chapelet d'enfants, perles d'horreur, de vilainie et de détresse qu'elle égrenait maintenant. C'était des bandes de marmots pouilleux
en guenilles qui se haussaient aux portières des voitures et tendaient des sébires rouillés. C'étaient des loupiaux entre des béquilles rusant avec la mort à tous les carrefours. C'étaient des chiards morveux et crasseux couchés le long des trottoirs à côté de parents tâtant le noir. Il pensa à l'enfant sans caprice, à l'enfant séquestré, à tous ces enfants battus et enchaînés sous des lits, dans des WC, des niches, au corps gangréné par la lanière, le nerf de bœuf, la lame, le fer rouge, et qui, pour vivre, étaient obligés de japper dans le merdier gluant où les autres venaient déposer leur pourriture. Donc, c'est ça la détresse des enfants. Exactement. Tous ces enfants soldats, tous ces enfants au corps gangréné, laissés à eux-mêmes, les enfants de la rue. Soukaina pense à tout cela. Il dit qu'il y a une enfant de sauvée, mais combien d'autres restaient dans la détresse? Exactement. Je pense qu'à partir de là, elle va commencer à en faire son combat, essayer en tout cas. Elle pensa à l'enfance abandonnée, à tous ses fils d'Adam, sans mère et sans nom, à ses enfants traqués et matraqués, ces enfants sans gîte ni logis, ces enfants qui sautaient du berceau à l'arène sans armure. Et à partir de ce moment, il dit que pour sa vie, elle est magistrat, loi et co. Mais elle va maintenant consacrer sa vie au service de l'enfance en détresse. Exactement. Là, au final, comme on voit, cette fiction, elle nous parle surtout du jeu ou de la puissance du destin. Parce que quoi qu'on fasse, qui qu'on soit, notre destin, en quelque sorte, il est déjà tout tracé, donc on ne peut pas y échapper. Et si on doit avoir de la chance dans la vie, on en aura. Sinon, j'ai envie de dire tant pis. Ouais. Tout à fait, tout à fait. Oui, et c'est ça à la foi. Parce que dans certaines circonstances, il n'y a que la foi qui aide. Quand quelqu'un perd un être cher, quand quelqu'un perd particulièrement une personne avec qui il a passé beaucoup de choses, il n'y a que la foi pour l'aider. Exactement. Et dans ce domaine, le livre peut-être peut être quelque chose qui aide beaucoup parce que les situations dans lesquelles Lat s'est retrouvé avec la perte de son épouse, c'est une situation extrêmement dramatique que vous et moi peut-être et beaucoup de personnes sûrement ont vécu, mais qu'on ne souhaite à personne. Exactement, oui. Donc le verdict de l'aurore, car c'est à ce moment-là, comme vous l'avez dit, donc Soukaina prend sa décision donc de garder Maggie quoi qu'il en soit. J'ai remarqué aussi que les protagonistes, en fait, presque tous, ils viennent de milieux défavorisés. Donc, en fait, c'est pour montrer un petit peu la persévérance et aussi qu'il ne faut jamais lâcher l'affaire pour parler d'une façon assez courante. C'est voulu? C'est voulu. C'est là que c'est pour dire que dans la vie, vous voyez, quand quelqu'un se bat, il peut réussir. Oui. Même si les situations sont difficiles, il ne faut jamais baisser les bras. Au plus profond, et c'est ce que son père lui avait dit mourant. Oui. Il a dit, Lat, la vie d'ici-bas, je ne te laisse pas de l'argent, parce que son père était particulièrement quelqu'un qui vivait au jour le jour, qui faisait de menus travaux pour pouvoir faire vivre sa famille. Oui. Mais Lat, il en était conscient, c'est pourquoi à l'école, il n'a pas perdu du temps. Quelle que soit la situation, il bûchait. Il était parmi les meilleurs élèves, mais de la famille la plus pauvre possible. Il a pu se hisser, élever. Parce que son père lui avait dit avant de mourir, il dit que la vie ici-bas, c'est comme le derrière d'un piocheur. Il peut prendre n'importe quelle direction. Mais deux choses. Ne gagne jamais, vous voyez, au détriment d'autrui. Oui. Sois toujours honnête. Sois toujours honnête dans la vie. Et quelle que soit la situation, ne baisse jamais les bras. Vous avez vu que quand Lat, à un certain moment, vous voyez, cette nuit noire où il est resté seul sans Maggie, sans personne, lui seul, sous un ciel qui s'affaisse sous lui. Il a pensé même, vous voyez, mettre un terme à ses jours. Oui. C'est après qu'il s'est dit que, mais attention, si je meurs, Dior est morte. Si je meurs, que va devenir Maggie? C'est vrai. Heureusement, il s'est repris à temps. Il s'est repris et en ce moment, il s'est rappelé ce que son père lui disait. Voyez, ne baisse jamais les bras, quelle que soit l'adversité de l'instant. Exactement.
Comme je vous le disais, un livre plein d'émotions et également de petits conseils pour la vie. Un petit mot pour la fin? Dans un premier temps, c'est un livre particulièrement que j'ai mis beaucoup de temps à écrire, plusieurs va-et-vient. Comme aussi enseignant, j'ai beaucoup tiré de l'école, parce que l'enfance aussi en détresse, ce n'est pas la détresse visible, c'est la détresse intérieure, qui est extrêmement difficile à appréhender. Donc les enfants ont besoin de soutien. Deuxième élément, vous voyez, c'est comme on l'a dit, vous voyez, les chemins du destin sont insondables. C'est vrai. Il ne faut jamais que chaque fois qu'on est dans une situation, si difficile soit-elle, comme disait l'autre, si longue que soit la nuit, il arrive toujours une heure où le soleil se lève. Quelle que soit la difficulté dans laquelle nous sommes, faisons ce sursaut-là, un pas encore. Ça peut nous aider à revoir la lumière. Exactement. Pas de découragement dans la vie. L'ometi yagout. C'est vrai. Oui. Voyez, mais soyons en toutes circonstances dignes. Éviter les situations circonstancielles. Être nous-mêmes. Quelle que soit l'adversité de l'instant. Dieu est là et il éclaire notre vie. C'est vrai. C'est pas toujours évident, mais en fait, le but c'est de s'accrocher, de faire de son mieux. Tout à fait. Tout à fait. En tout cas, merci beaucoup, Monsieur Faye, d'avoir accepté notre invitation. Merci d'être là. Merci beaucoup. Tout le plaisir est pour nous, parce que ça aussi c'est important de partager, de voir que les gens aussi commencent à s'intéresser. Vous voyez à la chose et nous avons besoin de cela toujours pour performer. Exactement. Djokandjal. C'est du sérère, ça? D'accord. Je pourrais malheureusement pas vous répondre, mais bon. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Merci de nous avoir accompagnés. Bonne soirée et à samedi prochain.